Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Terrain sensible. Collection dirigée par Hervé Sellier. Les terrains sensibles sont ceux que les institutions repèrent et ciblent avec des actions publiques. Ce sont aussi des espaces qui sont sensibles au sens médical du terme du fait des crises qui s'y déroulent. Enfin, les terrains sensibles sont ceux où la difficulté quotidienne amène les acteurs à faire preuve à la fois de sensibilité et d'innovation. Ces terrains relèvent de domaines variés, social, pédagogique, sanitaire, politique, culturel, esthétique. Terrain sensible est une collection consacrée à la publication d'études, d'enquêtes, de travaux de recherche qui décrivent ces différents domaines et en abordent les enjeux par des méthodologies multiples, elles aussi innovantes. La collection Terrain sensible veut contribuer à l'information et à la réflexion sur les questions majeures qui affectent les territoires à différentes échelles, du local au global. Déjà paru. Raja Bouzriba, Hervé Sellier et Ali Quadria dire l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur 2017. Soit Quadria, l'image de la femme dans l'œuvre romanesque de Rachid Mimouni, 2017. Evelina Cazotte, Grégory Chamba, Laurent Hoth, aux sources de la pédagogie sociale. Elena Radlinska, écrit choisi 2016. Olivier Brito, Tourisme international et réinvention de la mendicité. Portrait de mendicité pédocentrée à Bangkok et Bombay, 2014. Alain Vulbeau, L'âge sécuritaire 2014. Stéphane Tessier, Éducation, santé et précarité, 2013. Hervé Sellier, Ali Quadria, Abdallah Loussif, avec la participation de Michel Autric, Démarche qualité dans l'enseignement supérieur, notions, processus, mise en œuvre, 2013. Ablarouag Djenini, Hervé Sellier, Les jeunes face à l'exclusion, des stratégies d'intégration aux stratégies marginales, 2013. Charles Calamel, Insiders. Le jazz pour apprendre, 2012. Hervé Sellier pour Tiépé, Réussite éducative, une expérimentation sociale à Romans-sur-Isère, 2012. Dédicace. À Émilie et Julie. Introduction. Cet ouvrage présente le sujet des enfants en situation de rue en France et en Pologne. Il s'agit alors ici d'explorer d'un côté les sentiments d'exclusion réels et vécus des populations en risque de marginalisation, et de l'autre, l'impact et le ressenti des acteurs professionnels à ce type de phénomène. Nous partons ici d'un constat que le phénomène des enfants et des adolescents en situation de rue traverse tous les territoires européens. Ceci constitue un des plus grands problèmes de la société contemporaine du fait du développement en nombre de groupes fragilisés. Plusieurs centaines de milliers de jeunes en Europe. Il est le résultat de plusieurs mécanismes qui amènent un grand nombre d'enfants et de jeunes dans différents pays d'Europe à passer par défaut une partie de leur journée, hors des institutions éducatives, dans les espaces publics ou la rue. Non accompagnés, cette population présente un risque fort de perte de repères social et de marginalisation par rapport au reste de la société. Cette étude propose une comparaison de deux territoires, la Voïvodie de Mazovie, Pologne, et la région Île-de-France, France. En analysant les points communs entre ces territoires et leurs différences, nous souhaitons extraire les particularités liées à chaque pays, structure sociale, démographique, contexte économique, mais aussi apporter un éclairage renforcé des phénomènes qui accompagnent l'exclusion par la rue. La comparaison peut aussi également permettre de mettre en avant les façons de faire de chaque région et mettre en valeur les meilleures pratiques et de les partager. La question de départ du projet de thèse est alors: quelles formes d'implication peuvent développer les acteurs socio-éducatifs contre la discrimination dont font objet les enfants et les jeunes en espace urbain sensible? La question de l'aide et du soutien devra être pourtant précédée de celle des processus d'exclusion sociale et des différents mécanismes qui incitent les enfants à passer leur temps libre dans la rue. Notre travail se concentre sur deux axes principaux: les transformations de l'expérience de marginalisation des enfants et des jeunes en situation de rue et les réponses sociales au niveau des régions. Nous interrogeons aussi la notion de participation de l'enfant, dans le cadre de la définition du phénomène des enfants en situation de rue, à travers les interventions socio-éducatives et les politiques mises en œuvre dans les deux pays. En effet,
L'enfant est doté d'un véritable statut depuis la Convention internationale sur les droits de l'enfant, CID, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 et ratifiée par la France en 1990. Cette convention, texte fondateur des droits de l'enfant à l'échelle mondiale, fédère des États signataires autour d'une même volonté, d'une part d'assurer la protection de l'enfant et d'autre part, de le reconnaître comme un sujet de droit. Nous sommes ainsi passés de droits qui visaient principalement la protection de l'enfance, au droit liberté, entendu comme l'idée d'envisager les enfants comme des citoyens en devenir. Comment la question de la participation des enfants peut s'appliquer dans le cas spécifique des enfants qui basculent dans l'errance et ont le plus grand mal, malgré l'intervention de professionnels, à rompre avec un sentiment d'attachement et d'appartenance très fort au monde de la rue. Comment, dans de telles conditions, peut-on envisager une réelle participation des enfants à un processus de sortie de la rue qui ne serait que voulu et pensé par des adultes? Le problématique et des objectifs formulés de cette façon nous a ainsi imposé un calendrier intense et le rythme du travail important. Nous avons conduit 120 entretiens sociologiques, 40 avec des jeunes en risque de marginalisation, 15 avec des professionnels et 5 avec les responsables politiques par région, dans la région Île-de-France et dans la région de Mazovie avec le soutien de la faculté de sociologie à l'Université de Varsovie. Ces entretiens ont été enrichis par des observations effectuées sur le terrain, l'analyse de contenu de la documentation interne et des écrits professionnels, et finalement par d'autres types d'enquêtes offrant une vue générale sur le territoire. L'enquête de terrain s'est déroulée dans les deux régions contrastées, Île-de-France et la Voïvodie de Mazovie, Pologne. Avec une population 1,5 fois plus importante que la Mazovie, 11,7 millions d'habitants en Île-de-France versus 5,1 millions en Mazovie, la région Île-de-France bénéficie d'un pourcentage des enfants et des jeunes plus élevé, 26% versus 19,8% en Mazovie, un taux de chômage moins important 8,1% contre 9,5% et une pauvreté des enfants qui reste moyenne, 17% enfants pauvres contre 25% en Mazovie. La Voïvodie de Mazovie est une région qui vieillit, même si Varsovie présente des tendances démographiques positives. Les moins de 20 ans représentent 19,8% contre 26% en Île-de-France. Elle possède le taux de chômage le plus bas de toute la Pologne. 9,5% contre 13,7% en moyen en Pologne, et un nombre de structures de prévention en protection de l'enfance beaucoup plus élevé comparativement à la région Île-de-France. 345 services contre 93 associations en Île-de-France. 4 sites respectivement dans chaque région ont été choisis pour notre enquête. Pour la région Île-de-France, le terrain a été choisi à Paris et dans la banlieue nord-est. Pour la région de Mazovie, le terrain est situé à Varsovie et dans la banlieue sud-est et à 40 km de Varsovie au nord-est. Pour chaque région, nous avons choisi 2 terrains dans la capitale et 2 autres de banlieue ou province. Il faut aussi souligner que les sites choisis en Île-de-France peuvent être caractérisés par être socialement disqualifiés et ou représenter un niveau de la pauvreté et ou précarité, dite traditionnelle ou nouvelle. On peut les qualifier comme les quartiers ouvriers, anciens, ou comme des quartiers urbains dits chauds ou sensibles, qui sont systématiquement stigmatisés. En ce qui concerne les territoires de la région de Mazovie, ces 4 terrains représentent différents contextes de la pauvreté en Pologne. Nous les avons choisis afin de montrer les divers visages de la précarité infantile. Ces terrains sont connus par leur mauvaise intégration à l'espace urbain. Les enclaves de pauvreté en Pologne ne sont pas des zones aussi homogènes qu'en France, où la relation bâtie et l'appartenance sociologique et culturelle de la population est étroite. Si on parle en France de banlieues populaires caractérisées par un chômage assez fort, un échec scolaire important et un niveau de vie faible, en Pologne, par contre la localisation de la pauvreté est moins concentrée et tient essentiellement à l'histoire. Les logements étaient attribués par l'administration par l'intermédiaire des coopératives d'habitation indépendamment des professions et des revenus, ces derniers étant uniformisés et le chômage inexistant. Dernière remarque concerne la spécificité des structures rencontrées sur les 4 sites choisis en Île-de-France et en Mazovie. Les services français sont issus de milieux ouverts, il s'agit des équipes de la prévention spécialisée,
l'action qui est partie intégrante de la mission de protection de l'enfance des départements, et touche un nombre important des jeunes, tandis que les services polonais, ce sont notamment les centres d'accueil de jour qui dépendent de la prévention de la protection de l'enfance, une compétence commande, se concentrent plutôt sur l'accueil et le nombre des jeunes est plus réduit. Le travail en région Île-de-France a été facilité par un parrainage de notre étude par la Direction de l'Action sociale, de l'enfance et de la santé, d'ACES, de département de Paris. Monsieur Jean-Pierre Salviani et Madame Evelyne Roche, du Bureau des activités de prévention pour la jeunesse, BAPJ, nous ont aidés dans la rencontre des partenaires institutionnels et associatifs, ont apporté leur aide méthodologique et théorique et enfin nous ont également renseignés sur le fonctionnement du dispositif parisien. Le travail en Pologne a reçu un important soutien de l'Université de Varsovie. Madame Marta Zaorska, enseignante à l'Université de Varsovie, a proposé le concours sous son encadrement d'un groupe de dizaines de stagiaires permettant un travail de terrain très complet. Le regard des étudiants, observation participante, rencontre avec les professionnels, etc. et leur point de vue a ainsi été pris en compte dans notre travail. Comment parler des enfants en situation de rue ? Une diversité des approches théoriques est présente dans cette recherche. Notre approche est interactionniste, Blumer, Baker, Berger-Luckman, Goffman, Krapman-Jablonski, et est centrée sur la théorie de l'acteur. Selon cette dernière, l'enfant en situation de rue, ESR, est un acteur social compris en tant que créateur du sens et auteur des représentations. En d'autres termes, ce sont ses compétences symboliques qui lui permettent d'interagir avec son environnement. Il est donc indispensable de comprendre son monde à partir de ce qu'il en dit, et de ce qu'il en fait. Nous devons étudier la signification subjective que l'action a pour l'enfant en tant qu'acteur. Ce sont alors ces expériences biographiques qui intéressent la chercheuse. Or, ces expériences sont ordonnées selon des règles générales à la fois subjectivement et objectivement. En effet, par le langage, l'acteur social procède à des typifications d'événements qui ont attiré son attention et ont été mémorisés. Par exemple, l'enfant en situation de rue construit des typifications lorsqu'il décrit les procédés par lesquels un autre enfant est victimisé, dans le groupe ou le réseau auquel il appartient. Toutefois, nous ne pouvions pas négliger l'apport du structuralisme génétique et de la théorie de l'habitus, P. Bourdieu, qui nous met en garde contre les pièges d'une sociologie spontanée qui parfois s'inspire des postulats interactionnistes les plus radicaux. De plus, nous avons tenu compte de l'apport de théories de l'anomie Merton, et des théories des sous-cultures déviantes, Miller, Cohen, Mukieli, ainsi que de l'approche propre à l'écologie urbaine, White, Short et Strodebeck. Nous avons confronté ces théories entre elles, en les appliquant aux différents terrains d'observation et à la documentation rassemblée. Ces allers-retours entre théories d'abord, puis entre théorie et terrain et finalement entre les différents terrains d'observation, nous permettent d'écarter les pièges d'une sociologie spontanée tout en accédant aux significations que les acteurs sociaux attribuent aux événements. Pour comprendre le quotidien de l'enfant et saisir la construction des schémas d'adaptation sociale et l'articulation construite entre les différents segments des expériences enfantines, communauté, cité, société, nous avons opté pour l'approche qualitative. L'ethnographie en particulier a été utilisée car elle permet de montrer how social action in one world makes sense from the point of view of another. En effet, notre objectif n'était pas de juger de la véracité de témoignages, ni de juger de la pertinence des différents récits ou écrits, enfants, éducateurs, mais bien de comprendre. Et en particulier de comprendre les processus sociaux à l'œuvre. C'est pour cette raison que nous n'avons jamais utilisé un témoignage pour en invalider un autre. Par contre, nous avons constamment comparé les dires de différents enfants reliés à un même contexte. Ici, deux situations se présentent. L'une est celle d'un contexte que n'est pas partagé par les enfants dont on lit le témoignage. C'est le cas de l'éducation familiale des jeunes. L'autre est celle d'un contexte commun et partagé par les enfants. C'est le cas de leur expérience de l'espace public et de l'accompagnement socio-éducatif. Grâce à la triangulation des méthodes et à la répétition d'observations, des comportements des enfants dans un même contexte, nous avons évité l'utilisation systématique des récits de nature purement anecdotique.
Le piège de l'approche anecdotique consiste en effet à utiliser de manière récurrente des extraits de témoignages ou des phrases en dehors du contexte auquel ils sont reliés. Ce piège consiste aussi à utiliser ces extraits pour établir le bien, fondé d'une affirmation ou d'une hypothèse. Les extraits d'entretien doivent donc toujours être reliés à un contexte et à la répétition de l'observation des comportements qui sont concernés. L'utilisation combinée de plusieurs méthodes, observation, entretien enregistré, documentation, analyse de contenu, concerne toujours des actes contextualisés. Les locaux des acteurs socio-éducatifs, associations de prévention spécialisées en France et centres éducatifs d'accueil de jour en Pologne, ou l'espace public fréquenté par les jeunes. Cette triangulation, accompagnée de la contextualisation, a donc été un instrument important de validation des résultats de la recherche. D'autre part, la triangulation des méthodes a toujours été faite en tenant compte du cadre théorique principal qui est le nôtre, l'interactionnisme symbolique. Les observations répétées des comportements d'un même enfant dans des contextes différents, ainsi que l'observation de comportements différents dans un même contexte, sont des procédures reliées au thème de la reliability. Cette notion concerne entre autres la stabilité des observations faites pendant une certaine période. La comparabilité de différentes observations reste toutefois limitée, car l'acte d'observer modifie le phénomène observé. Et nous n'avons pas de moyens assez sûrs pour estimer l'ampleur de ces modifications. C'est là une des raisons qui nous ont conduits à inclure dans cette recherche un chapitre sur les parcours, pratiques et imaginaires des enfants en situation de rue. La question de la reliability nous a conduit à comparer le plus souvent possible le comportement de l'enfant dans différents contextes. Dans un endroit inconnu, avec l'éducateur seul ou avec d'autres enfants. Cette mise en perspective s'explique aussi par le souci de répondre à un argument de Fielding, pour qui l'imprécision d'une approche des données ne complète que rarement la précision d'une autre approche. Elle s'explique aussi par la distinction qui doit constamment être faite entre une analyse qui repose sur le cadre conceptuel du chercheur, éthique, et une analyse qui est faite à partir du cadre conceptuel des personnes qui sont étudiées, émis. Les perspectives émiques sont les récits des personnes impliquées, obtenus généralement par des interviews directes avec des informateurs. Les récits éthiques sont les perspectives théoriques de personnes extérieures à la situation, ou de l'ethnographe lui-même. La première perspective nous oblige à reconnaître et à accepter le caractère pluriel de la réalité. Les matériaux travaillés. Notre objectif est de rendre compte de l'évolution des accompagnements socio-éducatifs à l'égard des enfants en situation de rue, et de la question de la participation dans une perspective visant à découvrir les échanges entre les usagers, les acteurs du terrain, les responsables politiques et administratifs ainsi que les fonctionnements des institutions, les normes, les règles et les routines et les résultats de l'action publique. Nous avons donc cherché à replacer les accompagnements socio-éducatifs à l'égard des enfants en situation de rue dans les processus sociaux plus généraux, dont celui de la logique de la responsabilité solidaire, avec l'idée que pour avoir droit à la protection sociale l'individu doit être responsable et actif. Cette logique s'inscrit dans un mouvement général, dépassant la France, car il s'agit d'un déclin de l'État-providence et d'une apparition de l'État social actif ayant comme base une culture de la participation et de la mobilisation des individus. Pour cela, dans le chapitre 1 nous avons retracé les transformations du phénomène des enfants en situation de rue dans les deux régions européennes. Les représentations sociales, l'analyse historique, l'émergence du phénomène, à partir des sources documentaires et des entretiens avec les professionnels et les responsables politiques. Ce travail s'appuie également sur une mise en perspective historique des systèmes de prévention et de protection de l'enfance en France et en Pologne. Nous avons également comparé le contenu des textes et rapports officiels parus dans les deux pays, les rapports parlementaires ou encore des documents internes. Dans le chapitre 2 et le chapitre 3, nous avons cherché à comprendre le phénomène des enfants en situation de rue aujourd'hui à partir de l'enquête empirique, l'observation participante sur les 4 terrains dans chacune des régions européennes, les entretiens semi-directifs avec les enfants suivis puis avec les professionnels, l'analyse des documents internes des associations. Nous avons également observé les logiques professionnelles, les fonctionnements des institutions,
cadre de l'action, c'est-à-dire les normes, règles, routines, ainsi que les processus sous-jacents. Ce travail a été conduit dans le cadre du programme Socrate Erasmus en région de Mazovie, et grâce au parrainage de notre thèse par la Direction de l'Action sociale, de l'enfance et de la santé, d'ACES, du département de Paris sur le terrain francilien. Notre objectif était également de connaître les processus et les résultats des politiques publiques du point de vue du public, les enfants suivis, et des acteurs institutionnels, travailleurs sociaux et les responsables associatifs. Ici, les entretiens semi-directifs avec les enfants, les travailleurs sociaux et les acteurs représentant les intérêts des associations étaient intéressants. Dans le chapitre 4, nous avons voulu observer si le phénomène des enfants en situation de rue constitue un problème public sur les territoires observés dans les deux régions. On s'est également demandé si les responsables politiques et administratifs observent l'impact de ces politiques publiques sur le problème traité. Enfin, nous avons cherché à analyser la coopération des différents acteurs institutionnels sur le terrain et à comprendre les manières dont les politiques de prévention sont évaluées. Ici, comme dans le chapitre 1 et le chapitre 2 et 3, on démontre deux logiques existantes concernant la vision de l'enfant en situation de rue et la manière dont on propose différentes actions professionnelles et politiques envers ce public. Des entretiens semi-directifs avec les responsables administratifs, politiques, décideurs ont été réalisés pour comprendre leur point de vue. Ce travail a été complété par l'analyse des textes officiels disponibles au niveau de la région, du département et de la commune. Finalement, dans le chapitre 5, nous avons démontré la pertinence de la notion de participation de l'enfant. La notion de participation de l'enfant révèle des ambivalences en ce qui concerne son application. Elle peut être une finalité et/ou un moyen. On peut chercher à travers la participation de l'enfant son bien-être ou cela peut plutôt servir à réaliser un projet, auquel l'enfant, en tant que personne, peut être totalement étranger. Nous avons analysé la notion de participation dans les politiques publiques de la protection de l'enfance en France et en Pologne, à partir des sources documentaires telles que les rapports officiels, les rapports parlementaires ou les médias. Ensuite, nous avons cherché à savoir comment les professionnels et les responsables politiques s'en servent de la notion de participation dans leurs évaluations des actions et dans les projets politiques locaux. Pour cela, nous avons utilisé comme dans le chapitre 4 des entretiens semi-directifs avec les professionnels, responsables administratifs, politiques et décideurs. Présentation de l'intérêt de l'objet de la recherche. Notre travail est l'une des rares recherches en sociologie qui présente la notion de la participation dans les actions socio-éducatives dans les deux régions européennes, à l'attention de l'enfant en situation de rue, à partir du point de vue de public ciblé. En effet, longtemps l'étude de l'enfance et des droits de l'enfant ont relevé de manière exclusive de la psychologie. L'analyse de la condition des enfants en situation de rue, le phénomène qui n'a pas encore une définition stabilisée dans le vocabulaire scientifique, est souvent négligé par les sociologues, y compris dans des ouvrages traitant de l'évolution contemporaine des actions en protection de l'enfance ou en prévention de délinquance juvénile. Ce déficit d'analyse pourrait être, modestement, comblé par une étude de cas portant sur l'élaboration des actions de prévention en protection de l'enfance en région de Mazovie et en région Île-de-France. Notre recherche sociologique emprunte aussi à d'autres disciplines et se situe à un carrefour des spécialités de sociologie. Cette étude jette des ponts entre sociologie, sciences de l'éducation, la science politique. Elle invite les spécialistes de la famille, de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance et des interventions socio-éducatives à mettre en commun leurs acquis et réflexions. L'originalité de cette recherche tient donc au fait qu'elle explore la question des enfants en situation de rue, encore ignorée par la sociologie traditionnelle. En effet, les spécialistes de sociologie préfèrent analyser des objets empiriques classiques bien identifiés par la discipline. La valorisation de sujets comme sociologie de la délinquance juvénile, sociologie de l'éducation et des associations recoupe très exactement la hiérarchie des priorités gouvernementales. La sociologie de la protection de l'enfance et notamment des actions à l'attention des enfants en situation de rue font figure de parents pauvres de la discipline, en dépit de la multiplication, depuis une dizaine d'années,
2 travaux concernant les sujets moins nobles mais d'une indéniable d'actualité. Sociologie de la jeunesse, sociologie de la ville ou de la famille. Néanmoins, les univers respectifs des sociologues, spécialistes de sciences de l'éducation et des politiques sociales restent étanches en dépit des efforts fournis par un nombre croissant de chercheurs pour relier ces mondes parallèles. L'analyse plus systématique du processus d'élaboration et de mise en œuvre des actions de protection de l'enfance permettrait cependant un renouvellement appréciable des centres d'intérêt et des méthodes d'investigation des systèmes publics comparés. Cette thèse s'inscrit donc dans un effort collectif de décloisonnement de la discipline destiné à permettre l'institution d'un dialogue fructueux entre experts de sciences de l'éducation, sociologues et spécialistes de l'action publique. Annonce du plan. 5 éléments ont été retenus pour analyser les actions socio-éducatives à l'attention des enfants en situation de rue en Île-de-France et en région de Mazovie. Les acteurs individuels ou collectifs, les enfants, les professionnels, les associations, les représentations, l'image de l'enfant en situation de rue, logique professionnelle, les institutions, les cadres de l'action, les processus, qui est une combinaison des 3 éléments et les résultats, l'impact des actions publiques. Pour cela, nous avons organisé notre recherche autour de 3 axes, les transformations du phénomène des enfants en situation de rue, les logiques professionnelles, l'impact des politiques publiques. Ces 3 axes ont démontré 2 logiques différentes, logique de la protection et logique de l'autonomie. Ces 2 logiques sont visibles dans l'ensemble des actions socio-éducatives analysées. La première logique consiste à faire l'apprentissage à l'enfant de sa responsabilité et de la démocratie. L'objectif de l'action socio-éducative est l'autonomie de l'enfant et son épanouissement. Ici, on laisse davantage de place aux acteurs et à la négociation, au sein d'un cadre où se serait affirmée une pluralité normative et une certaine coupure entre le droit et la morale. Cette action correspond à un plan qui vise à promouvoir des libertés et responsabilités individuelles, et qui ambitionnerait de remplacer l'administration centralisée et tutélaire par le recours croissant à la société civile. Cette logique est inspirée, depuis les années 1970, par les doctrines économiques et néolibérales qui ont pénétré plus ou moins fortement les sphères politiques et administratives. Il s'agit d'un référentiel reposant sur la modernisation, la démocratisation et l'émancipation. Ici, la participation des enfants et leur rôle actif dans les actions socio-éducatives s'inscrit dans une approche de politique visant l'empowerment et le pouvoir d'agir. La deuxième logique consiste à rappeler la place du professionnel et du collectif face à individualisme. Il s'agit de redéfinir le cadre qui lui permettrait de s'affirmer comme un facteur de cohésion sociale. On peut parler de contrôle dans le sens de social control, tel que la définissait par exemple E.A. Ross, c'est-à-dire dans le sens d'une maîtrise ou encore d'une régulation proprement dite. Cette logique se traduit alors par la protection et l'institution des rôles de chacun. Dans les actions sociales, on parle du principe selon lequel dès la naissance, l'individu peut profiter incessamment des avantages offerts par le milieu social et prendre incessamment sa part des utilités de toutes sortes que fournit le capital de la société humaine, accru par chaque génération. La société a un devoir d'être solidaire envers tout citoyen, ce qui est simplement la contrepartie des avantages que chacun retire de l'état de société, le prix des services que l'association rend à chacun. Cette logique s'observe alors au niveau de la société, mais aussi de la famille, ainsi qu'en rendent compte les initiatives destinées à soutenir la parentalité. Nous avons construit notre ouvrage en 5 chapitres. Elles-mêmes sont précédées par une introduction contenant une partie méthodologique où nous avons présenté notre sujet d'étude, la manière dont nous avons procédé et l'intérêt de l'approche comparative. Le premier chapitre pose le cadre théorique en ce qui concerne la place de l'enfant en situation de rue et le modèle des actions socio-éducatives. Certaines notions clés sont ainsi analysées: l'enfant en situation de rue, l'espace public et l'espace privé, l'identification de la rue, des logiques d'action. On peut voir qu'il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur ce sujet, ni en ce qui concerne son appellation ni la définition de l'objet. Nous cherchons ici à démontrer que les représentations de l'enfant en situation de rue ont un impact direct sur les actions menées dans les 2 régions respectives. En effet,
l'image de l'enfant en situation de rue comme victime individu vulnérable fait qu'en Île-de-France, on va plutôt se concentrer sur les actions ayant comme but protection tandis que l'image de l'enfant en situation de rue comme un acteur, responsable de ses actes en région de Mazovie a pour conséquence les actions qui se focalisent sur l'activation et l'émancipation de l'enfant. Dans le deuxième chapitre, on présente d'un côté le sentiment d'appartenance, réel et vécu des enfants au monde de la rue, observé dans les terrains situés en Île-de-France et région de Mazovie, de l'autre les logiques d'intervention des professionnels du terrain envers les enfants en situation de rue dans les deux régions respectives. Ce travail s'inscrit dans une analyse des politiques publiques vues par les trois catégories d'acteurs, les publics, les enfants en situation de rue, les professionnels, les travailleurs sociaux et les acteurs politiques, élus, responsables politiques et administratifs, financeurs. Après avoir caractérisé la vie des enfants en situation de rue en Île-de-France et en région de Mazovie, on se demandera si le fait de rester dans la rue a le même impact sur le comportement des enfants. Nous essayons de comprendre si l'identité de l'enfant en situation de rue est la même en France et en Pologne. La question de la place des intervenants et de leur efficacité est également posée. Les enfants nous décrivent leur utilisation des dispositifs, leur perception et résonance au sein de leur parcours personnel. Dans le chapitre suivant, nous présentons les différentes modalités des actions proposées aux enfants qui correspondent aux logiques déjà décrites par les enfants dans les entretiens. Nous nous concentrons sur les domaines de pratique professionnelle qui représentent le mieux les deux logiques distinctes. Organisation du travail dans le service, moyens d'action de socialisation, relations entre éducateurs et jeunes. Certains aspects du travail de professionnel ne seront pas abordés. Dans le 4e et 5e chapitre, on fait le lien entre les logiques de la protection et de l'autonomie visibles dans le travail des professionnels et les politiques publiques menées. Ces deux logiques sont à nouveau visibles dans les politiques locales observées. La place active des enfants en situation de rue dans les actions et politiques locales en Île-de-France et région de Mazovie dépend bien sûr de plusieurs facteurs. Des traditions locales d'action, des profils des usagers, des types de relations entre acteurs publics et le public ciblé. Chapitre 1 – Les enfants en situation de rue en France et en Pologne, une catégorie incertaine. Dans un rapport de recherche intitulé « Les actions pour les enfants en situation de rue », réalisé en 2001, Hôtel et Al, 2011, les chercheurs constatent qu'il existe peu de références explicites au terme des enfants en situation de rue dans les perceptions des départements, des responsables d'institutions, des discours des intervenants ou dans le corpus professionnel ou scientifique. Selon les auteurs, il est possible que les enfants dans cette situation spécifique ne se retrouvent pas dans la clientèle suivie par les structures traditionnelles, centres sociaux, points information jeunesse, équipes de prévention spécialisées. Il se peut aussi que cette spécificité ne soit pas reconnue par les intervenants. Il est enfin envisageable que cette catégorie potentielle du public n'existe pas. En effet, reconnaître que dans un pays riche tel que la France, il existe des enfants laissés à eux-mêmes, à l'image des pays en développement, n'est pas aisé à admettre dans l'imaginaire des sociétés industrielles. Surtout, quand on sait que la société française est dotée d'un système de protection sociale et de santé publique que fait encore l'envie de plusieurs pays. Renvoyer la responsabilité aux parents, aux professionnels ou même aux structures publiques dans la construction sociale du problème que représentent les enfants en situation de rue est aussi un réflexe commun. La tentation est encore plus grande de nier cette réalité sociale en refusant d'accorder aux enfants une écoute authentique de leurs désirs, ainsi qu'une capacité d'acteur en quête d'une identité sociale. Ce premier chapitre vise à ouvrir cette question de l'existence des enfants en situation de rue en tant que groupe social spécifique. Cette catégorie sociale est fortement marquée par les positions normatives relatives au lien social intergénérationnel ainsi qu'aux marginalités juvéniles dans une société dont les repères normatifs sont en profonde mutation. C'est pourquoi, le premier chapitre est consacré aux considérations historiques et normatives ainsi qu'aux divers problèmes théoriques associés à la définition des enfants en situation de rue, une catégorie sociologique incertaine. Dans ce travail, les enjeux de la définition de ce phénomène et la description de ce phénomène sont associés à une approche comparative,
qui s'appuie sur la confrontation de deux terrains très différents dans les réalités sociales qu'il consacre pour développer des perspectives d'analyse originales. 1. Représentation sociale. Avant d'aborder les efforts scientifiques visant à éclairer le phénomène des enfants et des jeunes en situation de rue, une analyse typologique des représentations sociales du phénomène des enfants et jeunes en situation de rue, ESR, peut s'avérer utile afin de saisir les dimensions normatives fortement ancrées dans la société. Nous prenons en compte la question de la participation pour démontrer ces représentations. La plupart des jugements portés sur les ESR sont fondés sur une polarité morale classique du type binaire. Celle de la victime ou de l'agresseur, celle de l'acteur ou de la personne passive, ou autrement dit, du bien ou du mal. De cette polarité morale découle toute une gamme de représentations sociales contribuant à conditionner l'imaginaire de la population en général. Comme le souligne Lucchini, 1996 page 266, dans son livre intitulé « Sociologie de la survie », l'enfant dans la rue. La définition d'un problème social englobe sa reconnaissance non seulement par le monde scientifique, mais également par l'opinion publique. Dans cet ordre d'idées, l'approche macroscopique en termes d'enfants victimes donne une assise à la dimension sociale des enfants. De même, on peut se demander si la référence constante du discours institutionnel à l'enfant de la rue n'est pas influencée par les médias et leur tendance à la dramatisation systématique. Relevons de façon concrète l'importance que ces représentations revêtent non seulement pour la population en général, mais aussi dans le champ des pratiques d'intervention auprès des ESR. Le tableau 1.1 décrit une typologie des représentations sociales qui affectent l'orientation des interventions auprès des ESR, en identifiant pour chacune le mode de relation symbolique au ESR, la perception du problème engendré par ce mode de relation et le mode d'intervention qui en découle. On peut analyser également le niveau de la participation de l'enfant en situation de rue. Tableau 1.1 Principaux types de représentation sociale de l'intervention auprès des ESR. Cette typologie n'a pas pour prétention de couvrir l'ensemble des représentations qui existent actuellement, mais plutôt d'illustrer le poids des jugements de valeur dans la perception du phénomène des ESR. Comme on le constate, l'intervention sociale n'est pas neutre. La connaissance de ces divers points de vue permet de relativiser nos propres représentations, ainsi que celles des médias ou des intervenants en développant ainsi un sens critique face aux discours véhiculés sur les ESR. Par exemple, la représentation familialiste de l'intervention auprès des ESR conçoit le jeune comme un enfant dont la vulnérabilité sociale exige la protection d'un adulte à l'image du rôle parental. La représentation répressive de l'intervention considère l'ESR comme un jeune délinquant, source potentielle de désordre social qu'il faut redresser. Dans la représentation misérabiliste, l'ESR est vu comme un exclu, démuni et humilié dont les droits sont déniés et qui demande des actions pouvant agir sur son environnement, le quartier, les populations et les élus. La représentation émancipatrice voit chez l'ESR un acteur et un expert potentiel rejeté par la société qu'il faut accompagner et guider. Cela nous démontre que la question de participation de l'enfant en situation de rue est ici primordiale. Ces différences dans les représentations sociales contribuent à alimenter des rapports de force politique entre divers organismes et institutions, dont l'un des enjeux est de déterminer le type de place sociale que la société est prête à offrir aux ESR. Il est aussi important de préciser que plus d'une représentation sociale peut servir à qualifier une pratique concrète d'intervention. Ainsi est-il possible de discerner parmi les divers points de vue les tendances actuelles qui se logent dans l'expérience pratique. Devant cette pluralité de représentations des ESR et des approches d'intervention, la question de la définition des ESR devient un enjeu auquel sont rattachés les budgets associés aux ressources et aux projets de recherche. De plus, les jugements de valeur deviennent des références encore plus importantes lorsqu'il y met connaissance générale d'un phénomène social. C'est ce qu'ont observé les auteurs d'un rapport de recherche réalisé pour l'Observatoire de l'enfance en danger, ONED, à propos des ESR en France, les actions pour les enfants en situation de rue 2011 page 26. Le faible taux de retour en réponse à l'enquête nationale auprès des conseils généraux, et le peu d'initiatives peuvent être expliqués par le fait que la réalité des ESR existerait mais ne correspondrait pas aux grilles de lecture de référence des institutions.
Elle échappe alors à la reconnaissance de son existence. Les dires des enquêtés témoignent également d'une méconnaissance de ce phénomène en France et d'un constat que les ESR ne nécessitent pas une prise en charge spécifique, considérant que les réponses actuelles sont suffisantes. J'ai pris connaissance du courrier de la DDAS concernant l'enquête de l'ONET sur les enfants dits en situation de rue. À la question posée, nous pouvons répondre qu'il n'y a pas à notre connaissance, en Tarn et en Garonne, d'institutions prenant en charge les enfants en situation de rue. Mais l'ensemble du courrier appelle quelques réflexions. Tout d'abord, la définition des enfants en situation de rue, enfants de 3 à 12 ans. Nous n'avons pas connaissance d'enfants de 3 ans et plus seuls dans des lieux publics. Cela relèverait bien sûr de la protection de l'enfance. S'ils ne fréquentent pas assez l'école, cela relève de l'absentéisme scolaire. La définition indique que ce sont des enfants qui fréquentent trop les espaces publics et pas assez leur domicile. Le manque de précision de cette définition, le trop large champ d'interprétation que cela peut laisser me semble dangereux. À quelles normes le trop et assez font référence ? Le courrier parle également de nouvelles réalités sociales. Cette enquête est-elle menée du point de vue de la protection de l'enfance, ou bien de celui de la prévention de la délinquance ? Un extrait émanant du responsable du service jeunesse du Montauban. À ce sujet, rappelons que l'enjeu de la définition de la catégorie les enfants et jeunes en situation de rue ne se situe pas qu'au niveau méthodologique et théorique, mais aussi au niveau sociopolitique. L'enjeu est politique dans la mesure où la posture théorique adoptée pourrait déterminer les orientations sociales d'éventuelles propositions de mesures d'intervention qui auront un impact sur les décisions budgétaires des décideurs politiques. Ces décisions auront des retombées sur les enfants et jeunes visés, contrôle social, encadrement, accompagnement, et sur le travail des services locaux. À titre d'exemple, Hoth et al. 2011 et al. Démontrent dans leur étude que la société française veut contrôler à tout prix l'univers enfantin. Les lieux où l'enfant évolue doivent être surveillés, que ce soit le territoire domestique, le domicile, les différents services en faveur de l'enfance, l'école, les structures de loisirs, le périscolaire, les espaces publics où l'enfant est toléré sous certaines conditions. L'enfant doit demeurer perpétuellement sous le regard de l'adulte, que ce soit les parents, les enseignants, les animateurs, etc. Bien évidemment, les espaces publics sont décrits comme des lieux dangereux parce qu'ils constituent un territoire où la socialisation échappe à l'emprise de l'adulte. L'enfant peut alors subir des influences non contrôlées par l'adulte. L'enfant peut subir des influences non contrôlées par l'adulte et donc néfastes. Ces risques sont considérés avec beaucoup d'inquiétude. Ce contrôle, sous couvert de protection, qui se veut extrêmement minutieux, vise à l'éducation d'un enfant actif et occupé, dans un cadre sécurisé relevant d'une institution. L'activité est hautement valorisée, en s'opposant à la passivité associée à la solitude, à l'ennui, à l'oisiveté. Enfin, si l'activité vise l'autonomie, celle-ci doit être placée dans le cadre d'une fréquentation institutionnelle qui implique l'intériorisation des règles auxquelles l'enfant doit se soumettre. Au premier constat des défaillances dans ces modalités de surveillance, le danger représenté par l'espace public et la figure symbolique de la rue pousse à la mobilisation les professionnels soignants, sociaux, éducatifs. La présence des enfants et des jeunes en situation de rue soulèverait ainsi une problématique du contrôle social, dans un contexte de revitalisation économique et urbanistique des centres-villes. Ce contexte urbain de stigmatisation sociale des ESR n'a pas de frontières. Évidemment, ce phénomène est beaucoup plus visible étant donné son ampleur dans les pays en développement, comme en témoignent les 4600 enfants et adolescents abattus dans les villes de São Paulo, Rio et rectifié entre 1988 et 1990, Lucchini 1993 page 12. Certains qualifient même les itinéraires de ces villes de jetables, pour signifier la mesure du rejet de ces personnes reléguées de la société. La situation est similaire au Sénégal où Poitou, 1986 page 124, nous apprend que l'on traite les ESR et les adultes sans abri des encombrements humains. Le monde de la rue est, comme on l'a vu, un monde que la société globale rejette et marginalise en bloc. Indistinctement, le regard qu'elle pose sur les individus qui en font partie, jeunes ou adultes, conduit à les assimiler sans nuance à des parasites, des voyous, des bons à rien,
des individus violents, voleurs, nuisibles, irrécupérables et dont il convient de se méfier ou de s'écarter. Ce processus de stigmatisation conduit en effet une partie d'entre eux à s'organiser et se structurer de façon à se forger une personnalité provocante face à cette société qui ne les accepte pas. La rue se présente alors aux yeux des catégories socialement bien intégrées comme un lieu de perdition, de débauche, une école de la délinquance, et cette vision essentiellement négative se double d'une perception de l'oisiveté voulue ou subie par les jeunes comme foncièrement immorale. Cette condamnation de l'opinion publique a trouvé au Sénégal, en 1972, sa formulation la plus explicite et la plus significative dans l'expression « encombrements humains », utilisée au plus haut niveau par les membres du Parti de l'Union progressiste sénégalaise, UPS, et reprise ensuite par les pouvoirs publics comme étant susceptible de faire obstacle à la politique de mise en œuvre de promotion de tourisme dans le pays. Bien que dans les pays industrialisés comme la France, les signes d'une intolérance ne se manifestent pas avec la même ampleur, il semble que certaines conditions de ces manifestations soient tout de même présentes. Par exemple, il est bien connu que depuis les années 70, des incidents opposent la police et les jeunes occupant l'espace public dans les quartiers populaires. Leurs relations sont aujourd'hui devenues structurellement conflictuelles et accompagnées de violences symboliques et physiques réciproques, Mukieli 2002. De fait, la police n'intervient que sur le registre de l'action répressive, du simple contrôle d'identité, en passant par les opérations de police judiciaire, interpellation, perquisition. La totalité de ces modes d'intervention est enfermée dans une violence latente qui parfois explose au grand jour, comme cela a été le cas lors des émeutes de 2005, Mohamed Mukieli 2007. Le phénomène des ESR devient alors complexe, car cette réalité recouvre beaucoup d'enjeux sur plusieurs plans, psychosocial, politique, économique, éthique, géographique, culturel, juridique, de santé publique, etc. Cette complexité réside non seulement dans le défi interdisciplinaire que cela représente, mais aussi dans le fait que le phénomène des ESR interroge les fondements institutionnels du lien social, et ce, en amont des questions d'appauvrissement économique. C'est pourquoi les problèmes associés à l'entreprise de définition des ESR reflètent les difficultés soulevées par ce phénomène qui, par son existence même, interpelle la société dans ses fondements. Les rapports intergénérationnels n'ont pas toujours été aussi précaires en Occident. Selon Mandel, 1969, depuis les années 1960 on ne peut plus qualifier les rapports intergénérationnels de simples conflits de génération, mais plutôt d'une crise des générations. L'histoire du rapport social des ESR nous apprend que ceci représente une manifestation de cette transformation sociale. 2. Transformation du phénomène. Dans ce deuxième point, l'objectif est de resituer la question qui vient d'être présentée dans son contexte à la fois social, politique et idéologique. Il s'agit de comprendre pourquoi ce phénomène apparaît tant dans sa dimension objective que dans sa représentation. Quels sont les points d'importance ? À un premier niveau se pose la question des territoires. À un second, celui des institutions et des modes de socialisation. À un troisième, celui de l'émergence ou du retour de certains phénomènes sociaux. En effet, l'émergence des ESR est largement liée aux changements qui ont affecté tant les territoires que les institutions et les problématiques sociales et familiales. Le développement de ces dernières est venu alimenter le phénomène des ESR. Les transformations des territoires. Qui dit ESR suppose de localiser et d'identifier cette rue. Sur quel territoire se situe-t-elle ? Comment ces territoires ont-ils évolué ces dernières années ? Sont-ils restés les mêmes ? Ont-ils connu des transformations ? Notre hypothèse est que le phénomène des ESR a été produit, au moins pour partie, par les transformations des territoires. L'objet de ce premier point est de rappeler l'essentiel de ces transformations et de leurs conséquences sur la rue et les espaces publics. Des mutations des territoires. Franc. La représentation des espaces, aujourd'hui souvent appelés territoires, s'est profondément transformée. En effet, depuis la fin des années 1970, les quartiers urbains ouvriers ont changé de physionomie, tout comme les villages. Différentes expressions ont été utilisées pour marquer les transformations relatives aux grands ensembles. Dans le premier cas, on pourrait dire que l'on passe de la ZUP,
zone à urbaniser en priorité en 1959, à la ZUS, zone urbaine sensible en 1995, ou, si l'on remonte un peu plus loin encore, on pourrait dire que l'on passe d'abord de la cité radieuse à la cité dortoir, Castel 2007, puis à la cité ghetto. Dans une vision plus politique, le bastion devient le ghetto. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale se traduisent par un effort de construction sans précédent. Cela amène une transformation partielle des quartiers ouvriers. Ce nouvel urbanisme offre un maximum de confort au moindre coût et des conditions d'existence qui sont censées dessiner un nouvel art d'habiter et de vivre. Castel 2007, page 18. Deux premiers signes apparaissent dès le milieu des années 1970. La dégradation du bâti, résultat de la faible qualité des constructions des décennies précédentes, et la marginalisation des populations. En effet, divers phénomènes socio-économiques produisent des effets directs sur ces quartiers. C'est tout d'abord le développement de la monoparentalité, première conséquence des transformations de la famille, qui se traduit par l'instauration d'un minimum social, l'allocation de parents isolés, API. C'est ensuite la montée du chômage et de la pauvreté. Elle est renforcée par l'effet des processus de rénovation des centres-villes et des quartiers anciens. Les populations pauvres logées dans ces quartiers doivent partir au moment de cette rénovation et pour certains, ils sont relogés dans les cités HLM. Ce relogement est rendu possible par le départ des plus aisés à travers le processus de réurbanisation, sur lequel nous reviendrons. Enfin, un processus d'ethnicisation a également lieu. Avec la possibilité du regroupement familial qui se généralise à partir du milieu des années 1970, l'immigration de travail devient une immigration de peuplement. Pour ces familles, les grands ensembles avec leurs logements sociaux représentent la structure d'accueil privilégiée. Castel 2007, page 22. En ce qui concerne les modifications relatives au village, le développement du phénomène urbain contribue à réduire la mixité sociale effective des grands ensembles et à déplacer une partie des forces vives jusque-là investies dans la vie politique locale, les associations de quartier et le syndicalisme du cadre de vie. Le phénomène urbain permet à la fois l'accès à la propriété pour les catégories sociales moyennes et la protection, au regard d'une maladie sociale de l'époque, la sarcellite. Avec le temps, le phénomène se diffuse en ne se limitant plus seulement aux classes moyennes et à l'accès à la propriété dans des lotissements neufs. D'autres catégories sociales viennent dans le milieu rural. On parle aujourd'hui des petits moyens, quartiers et halles, 2008. Dans cet entre-soi pavillonnaire, les jeunes en transit se situent à la croisée de plusieurs mondes. Les origines populaires de leurs parents, la vie étudiante, les petits boulots non qualifiés, les cités. La situation de ceux qui sont restés au village se transforme également dans la mesure où le processus de précarisation atteint les familles du bas de la hiérarchie sociale. Renaï 2005. Un récent rapport IGAS 2009 s'est intéressé à la pauvreté et à la précarité en milieu rural. Une typologie des nouveaux arrivants dans l'espace rural montre qu'ils appartiennent rarement à des catégories qualifiées, salariées ou des indépendantes. 4 figures types peuvent être identifiées. Ceux qui ont choisi le retour à la terre. La plupart gagnent leur vie sans tomber dans une réelle pauvreté grâce à des activités de nature agricole ou proches de l'agriculture. Ils ne sont pas pour autant complètement intégrés dans la société locale. Les familles modestes conduites à se loger loin de la ville. Elles sont venues plutôt à partir de la fin des années 1990 pour trouver un logement plus abordable, réellement moins cher mais lointain. Pour beaucoup de familles, le départ a correspondu à la survenue d'une difficulté liée à l'isolement, à la rareté de l'emploi en milieu rural, à l'absence de système organisé de garde d'enfants, aux relations réservées avec le voisinage. Parmi ces familles, les familles monoparentales rurales sont dans une situation particulièrement difficile. Les familles qui espèrent survivre mieux à la campagne avec ou sans le RMI. Cette arrivée de personnes déjà sévèrement confrontées à la pauvreté date des 5 dernières années. Certaines sont dans l'impossibilité de faire face au coût du loyer, ou même à l'impossibilité d'accéder à un logement en zone urbaine. Ces personnes peuvent trouver des habitations peu coûteuses mais de très mauvaise qualité. La question des charges locatives se pose souvent de façon grave. L'éloignement des services, l'absence de réseau social, le coût des déplacements s'ajoutent aux difficultés existantes.
Ces familles migrantes sont arrivées avec un passé parfois long de suivi social. Elles se trouvent confrontées à une autre difficulté, celle de la fréquence du service disponible qui n'est pas du tout la même qu'en milieu urbain. Certains parlent d'une logique de réclusion subie, qui les enferme dans une pauvreté silencieuse, une absence de lien social. Les errants nord-sud, ces personnes relativement jeunes, seules ou en couple sans enfants, ont connu l'errance. Elles sont présentes en milieu rural où elles trouvent assez aisément refuge, garages, caravanes, cabanes à la lisière d'un bois. Certains sont dans une grande souffrance psychique voire souffrent de pathologies psychiatriques. C'est un public difficilement accessible pour les intervenants sociaux, à la campagne comme à la ville. Tous ces éléments peuvent sembler éloignés des ESR. Pourtant, il faut reconnaître que ces évolutions créent des conditions favorables à l'émergence de cette réalité. La concentration de familles en difficulté sur certains territoires ruraux ou urbains, et l'accumulation de difficultés dans ces familles, se combinent pour faire émerger des situations d'enfants ou de jeunes adolescents qui se retrouvent dans les rues des quartiers ou des villages. À titre d'exemple, l'enquête de l'IGAS a bien montré comment le bassin de Coulommiers en Seine-et-Marne est frappé par les phénomènes de pauvreté et de précarité. Cela se traduit notamment par le fait que l'accès aux droits communs les plus élémentaires est à lui seul un problème. Par suite, ce n'est pas un hasard si le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.